Je n'ai pas besoin de vivre dans l'abondance. Et je ne pense pas que je vis dans l'abondance. Ah, c'est pas toi l'abondance pour toi. Quand il y a vrai dans l'abondance, tu vas ça. Il y a des gens qui doivent se dire, mais si elle n'est pas dans l'abondance, nous on est dans quoi? L'aspect social aujourd'hui, le fonctionnaire même peine à avoir un logement qui rentre dans sa grille salariale. Quand on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on voit la Côte d'Ivoire comme étant une ville hyper moderne, hyper tout ce que tu veux. Quand on arrive sur place, on est frappé par le contraste entre une minorité de personnes qui vivent vraiment très bien et une masse de personnes qui ont encore beaucoup de mal à s'en sortir. Les gens ont des difficultés à se nourrir, mais quelles sont les pistes de solutions donc, qui peuvent exister pour que les gens puissent augmenter leurs revenus? Il faut créer de la valeur ajoutée, il faut mutualiser aussi les choses, l'accès à l'information, il faut partager l'information. Parce qu'il ne faut pas que toi seul tu saches comment gagner l'argent. Tu sais, la première fois que j'ai vu Aziz, tu avais à l'époque une Mercedes, grosse voiture. Je me suis dit, ça c'est vendeur de poulet. Depuis quelques années maintenant, la Côte d'Ivoire est de plus en plus attractive. Sur les réseaux sociaux, nous sommes inondés d'images de personnes, parfois en visite ou même résidentes du pays, qui nous montrent tout ce qu'il y a de beau à faire sur les terres ivoiriennes. Malheureusement, toutes ces personnes parlent très peu d'une réalité dont on est très rapidement conscient une fois qu'on est sur place, la cherté de la vie. J'ai voulu en parler avec des Ivoiriens, des gens qui sont nés, ont grandi ici, qui ont vu le monde ailleurs et sont revenus pour développer leurs activités sur place. Comment comprendre que la vie soit si chère en Côte d'Ivoire? C'est un pays qui a beaucoup d'infrastructures, comparé notamment à d'autres pays de la sous-région, mais c'est aussi un pays dans lequel beaucoup de choses coûtent très cher. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pouvoir diminuer le coût de vie? Mais surtout, en tant qu'individu, comment faire pour s'en sortir dans un tel contexte? Aujourd'hui, je suis très heureux de démarrer une nouvelle série d'émissions. Il va s'agir de talks, de discussions avec des entrepreneurs sur divers thèmes qui nous concernent. Je me suis rendu compte que bien des fois, quand je me retrouve avec des entrepreneurs dans des réceptions, dans des discussions en aparté, nous discutions de choses très intéressantes qu'il aurait été pertinent de vous partager. Et bien désormais, ça va être possible. Je vais en réunir quelques-uns et nous allons échanger simplement. Pour le moment, nous allons avoir une fréquence de 2 émissions par mois. Et si c'est un concept qui vous plaît vraiment, nous allons aller un peu plus et dérouler la machine pour produire un peu plus souvent. Donc dites-nous dans les commentaires si ce type d'émission vous intéresse vraiment. Et le moyen pour nous de le savoir, ce sont vos partages. Il n'y a rien de mieux que ça pour nous faire comprendre qu'une émission vous plaît. C'est qu'une fois que vous l'avez regardée, vous la partagez. Donc plus vous allez la partager, et plus on aura envie de tourner ce genre d'émission. Je tiens à préciser que ce sont les émissions un peu plus difficiles à tourner que d'habitude parce que nous allons inviter bien souvent des patrons d'entreprise et donc qui sont très pris. Trouver des créneaux pour qu'ils soient tous là pour qu'on fasse des émissions, ce n'est pas simple. Et donc pour parvenir à le faire, il faudrait que de votre côté, qu'on ressente vraiment la volonté d'écouter ce genre de discussion. C'est simplement ça. Des discussions entre entrepreneurs sur différentes thématiques. Donc bienvenue dans cette première émission du genre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement à Abidjan et que tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer, sache que nous avons Pick-up SUV Berline à ta disposition que tu peux louer chez nous en fonction de ton budget. D'ailleurs, en ce moment, nous avons une promotion. Si tu cherches plutôt des maisons, sache que nous construisons plusieurs maisons, des villas, mais aussi des maisons en duplex à Bingerville à partir de 42 millions de francs CFA. Ces maisons-là peuvent être échelonnées sur 2 ans en termes de paiement pour certaines d'entre elles. Donc, viens rapidement visiter ta maison et fais ton choix. On n'en a plus beaucoup en stock. Merci d'être resté jusqu'à la fin des annonces. Le débat commence. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission dans laquelle je reçois des invités prestigieux pour discuter ensemble de sujets qui nous concernent en tant qu'entrepreneurs, mais pas que. Aujourd'hui, je suis très content pour ce premier épisode d'avoir 2 icônes de l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire. Commençons bien évidemment par ma droite avec Afou Touré qu'on ne présente plus, qui est une financière, experte en investissement et en banque. Afou bénéficie d'une longue expérience de plus de 10 ans dans le financement, l'investissement et la gestion d'actifs, notamment au sein de la Banque africaine de développement et de Deloitte à New York. Elle fonde ensuite un cabinet HTS Partners basé à Abidjan qui se concentre sur l'accès au financement des MPME. Afou a également été directeur de cabinet adjoint du ministre en charge de la promotion des PME
Elle était en charge de la structuration des programmes, de la mobilisation de ressources pour améliorer les conditions des PME ivoiriennes. Afou met son expertise au service de plusieurs conseils d'administration d'institutions telles que MTN Côte d'Ivoire Foundation, Africa FinTech Forum Côte d'Ivoire, Business Angel Network, Leader de demain, etc. En 2021, elle est sélectionnée parmi plus de 3000 candidats pour représenter la Côte d'Ivoire sous le haut parrainage de son Excellence, M. Emmanuel Macron, en tant que leader pour la French African Foundation. En août 2022, elle a été élevée chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire au regard des éminents services rendus à la nation. Elle est aussi la première Ivoirienne à être distinguée, Atlantic Council's Millennium Leadership Fellow. Afou a été nominée par le magazine Forbes dans le classement des 30 personnalités africaines de moins ou de 30 ans qui contribuent au développement de l'Afrique. Afou est titulaire d'un MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'un Master en Administration Publique de Harvard. Bonjour Afou Touré. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Merci, ça va. Ah non, mais quand même, c'est quand même, et c'est une femme, pour préciser. Et Non, mais merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup pour ta disponibilité. De l'autre côté, on a Ibrahima Benaziz Konaté, qu'on ne présente plus non plus, qui est un jeune Ivoirien âgé de 30 ans, titulaire d'une licence en finance comptabilité et d'un master en management des affaires, fondateur et directeur général de Volaille d'Or, de l'industrie de transformation métallique, des applications mobiles Invest et Dexter Imo. Il obtient le prix d'excellence du président de la République en 2016, prix du meilleur chef d'entreprise jeune de Côte d'Ivoire, le grand prix Anzisha Prize en Afrique du Sud sur plus de 831 startups africaines et est classé par le magazine américain Forbes parmi les 30 jeunes les plus prometteurs en Afrique en 2018. Diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, il incite des jeunes Ivoiriens et Africains à l'entrepreneuriat à travers la création de leur Ligue des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Benaziz est le nouveau président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire depuis 2022, réunissant plus de 100 associations, 31 délégations et plus de 20 000 membres sur l'ensemble des territoires nationaux. Ces mots de motivation sont « Partager le peu que l'on peut, rêver grand et défier l'impossibilité de rendre possible ce que vous ambitionnez. » Merci beaucoup, Benaziz, de nous honorer de ta présence aujourd'hui pour un échange, une discussion à bâton rompu sur un thème qui nous concerne tous, puisque nous vivons en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie à Abidjan. Il se trouve que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est au centre de l'attention. En Afrique francophone, en tout cas, c'est probablement le pays le plus visible, le pays qui donne le plus envie, vers lequel de plus en plus de personnes immigrent pour vivre, pour étudier, pour faire du business, pour s'installer. Et il y a une constante qui revient, c'est la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous partagez déjà ce constat de la vie est chère à Abidjan? Oui, la vie est très chère à Abidjan, je dirais. Surtout quand on parle de retour sur investissement en termes de même de services ou de produits de consommation, c'est très cher. Donc, tu payes beaucoup plus pour souvent des services ou des produits qui ne sont pas forcément de qualité. Donc, effectivement, tu peux tout trouver à Abidjan, mais c'est le prix qui n'est pas souvent c'est pas affordable, au fait. C'est pas, des choses sont très chères à Abidjan. Ouais. Benaziz, est-ce que toi qui es dans le domaine, enfin, tu fais beaucoup de choses, mais notamment de l'alimentaire, est-ce que tu as aussi ce sentiment que la vie est chère? Oui, bien sûr, quand on parle de vie chère, il faut faire déjà une comparaison. Donc, on a des pays en Afrique comme le Maroc, on a des pays aux États-Unis. Moi, je suis dans le poulet, qui est la première entreprise. On a le poulet qui est moins cher au Maroc et moins cher aux États-Unis par rapport au prix en Côte d'Ivoire. Et il est très difficile d'être compétitif. Donc, oui, allons sur ce constat-là, la vie est chère. Justement, on dit que la vie est chère, mais concrètement, on le voit dans quoi? On le voit surtout, moi, je trouve, dans les produits de consommation de tous les jours. Okay? Parce que, comme tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, et ça, c'est clair, hein, les chiffres même le montrent, est la première puissance d'Afrique francophone de l'Ouest. Donc, effectivement, comparé aux autres pays, on a un PIB beaucoup plus élevé. Bon, après, le PIB,
c'est quand même assez simple, hein. C'est tous les produits qui sont produits, biens, services et tout par un pays. Et donc, la Côte d'Ivoire a près de 78 milliards de dollars. Donc, c'est 48 000 milliards, plus de 48 milliards de francs CFA. Donc, on a un PIB très élevé. Mais ça, c'est le PIB global. Après, on a un PIB per capita, donc par personne, qui est moyen, disons, mais qui montre aussi le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Et donc, on voit aussi qu'on a une classe moyenne grandissante en Côte d'Ivoire, donc qui ont un pouvoir d'achat de plus en plus élevé, mais on ne disconvient pas que les denrées de tous les jours sont quand même chères, c'est-à-dire le pain, Bon, après, le pain est subventionné, donc ça, au moins, on peut dire que le coût est maintenu. Mais tout ce qui est denrées, déjà le vivrier, le poulet, même la viande, le poisson, les loyers sont excessivement chers à Abidjan. Oui. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour, disons, vivre dans la ville en Côte d'Ivoire ou à Abidjan qui est cher. Mais je dirais même Abidjan est beaucoup plus cher que l'intérieur du pays. Et donc, quand on parle même de cherté de la vie, il faut comparer aussi, on peut parler de la Côte d'Ivoire en tant que pays, mais c'est surtout Abidjan qui est excessivement cher. Et ça, c'est tout ce qui est urbanisation. Et puis, globalement, le fait qu'on importe beaucoup de nos produits. Donc, vu qu'on importe les produits, bien sûr, c'est beaucoup plus cher, il y a l'inflation. Et donc, quand ces produits de grande consommation ne sont pas produits de manière locale, ben, tu trouveras que ça sera beaucoup plus cher que, par exemple, en Afrique du Sud, où la nourriture est tellement moins chère, parce que, justement, ils produisent une bonne partie de ce qu'ils consomment. Localement. Ouais. Moi, je pense que, par exemple, au niveau de l'immobilier, quand on prend en Occident et tout, on va trouver que l'immobilier est plus cher là-bas qu'ici. Donc, ça dépend des secteurs. Mais comme elle a dit, sur l'agroalimentaire, il y a vraiment beaucoup de choses. Les gens ont des difficultés à se nourrir, mais vraiment, même sur l'énergie, sur le carburant. Aujourd'hui, le prix du carburant en Côte d'Ivoire est supérieur par rapport au prix du carburant aux États-Unis, etc. et tout. Donc, il y a un problème sur ça. Et ce sont ces éléments-là, en fait, c'est le producteur qui produit, il doit mettre dans un camion, qui va utiliser du carburant envoyé en ville, etc. et tout. Si le carburant lui-même, il est cher, donc en fin de compte, c'est le consommateur final qui va payer plus cher. En même temps, il y a des pistes de solutions qui existent, hein. Aujourd'hui, il y a un contexte économique, le ZECAf, qui existe en Afrique, donc qui va ouvrir les frontières. Et donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a le devoir, donc, au-delà de nos petites entreprises, de pouvoir rêver grand, de pouvoir consolider tout ça et puis se dire, bon, OK, est-ce qu'on est sur toute la chaîne de valeur? Parce qu'aussi, pour réduire le prix, il faut être sur toute la chaîne de valeur. Dans le domaine de poulet, par exemple, il y a encore beaucoup d'importations. Donc, importation en termes de poussins, en termes d'aliments, mais même en termes de maïs. Donc, il faut encourager en même temps l'investissement, de sorte à pouvoir maîtriser la chaîne de valeur. Et puis, avec ça et l'économie d'échelle, on pourra certainement baisser les coûts. Donc, voilà un peu les pistes de solutions. Et ça peut marcher pour beaucoup de produits agricoles. Voilà. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a beaucoup investi et continue de beaucoup investir dans les infrastructures. Est-ce que l'une des répercussions, justement, sur la cherté de la vie, ce n'est pas aussi la volonté pour le gouvernement de récupérer ces investissements, notamment au travers de la fiscalité, qui rend aussi le coût de la vie, parce qu'une entreprise qui est fortement imposée va le répercuter dans ses prix, qui vont, eux, finalement, atteindre le consommateur final. Oui. Bon, après, l'inflation est générale, hein. L'inflation mondiale, face à tous les pays, on remarque qu'il y a une inflation qui est assez élevée en ce moment. Mais au-delà de cela, moi, je dirais que l'investissement dans l'infrastructure en Côte d'Ivoire, c'est une très, très bonne stratégie. Parce qu'au moins, ça garantit, et j'ai entamé mes propos en disant que la Côte d'Ivoire, justement, est un pays qui est très, très, très bien vu, et c'est la première puissance en Afrique de l'Ouest francophone, parce que, justement, toutes les infrastructures de base sont là. C'est-à-dire que tu as de bonnes infrastructures routières, très bonnes infrastructures en termes d'énergie, que ce soit courant, même eau, vraiment, on n'a pas de problème à ces niveaux-là. Après, encore, il faut distinguer Abidjan peut-être de certaines régions, mais quand même en termes d'infrastructures routières, d'infrastructures au niveau de l'énergie, tout ça, c'est bien couvert. Et donc, ça fait que tu as un certain standard de vie qui est assuré au niveau de ces infrastructures-là. Et donc, ça te permet non seulement de penser à d'autres types de problèmes, c'est-à-dire même en tant qu'entrepreneur ou en tant que structure, tu n'es pas là en train de, pendant que tu t'installes à chercher à prendre un groupe électrogène, c'est vrai que tu peux en avoir pour les jours où ça arrive, mais c'est pas aussi fréquent que ça.
Tu n'es pas en train de te dire, ah, je vais prendre une grosse 4x4 parce que j'ai des trous à chaque coin de rue. Donc, les infrastructures, c'est très important, même pour fluidifier la circulation, pour décentraliser Abidjan. Nous, quand on grandissait, habiter à Bingerville ou à Dabou, c'était vraiment... Mais tu sortais d'Abidjan, c'était presque impossible. Ouais. Mais avec la route d'aujourd'hui, la moitié, tellement de personnes habitent à Bingerville et travaillent au plateau. Beaucoup habitent à Bassam aujourd'hui. Donc, les infrastructures, ça décongestionne. Il y a même le métro Ça permet qui la arrive. circulation. Ça facilite l'échange même des denrées. Donc, les produits passent moins de temps sur la route. Donc, investir dans l'infrastructure, c'est toujours un bon plan. Surtout quand c'est bien fait. Donc, Oui. on a vraiment de très bonnes structurations qui sont faites au niveau de l'État pour pouvoir financer ces infrastructures-là. Donc là, moi, je ne pense pas que c'est le problème. Mais bien sûr, il faut bien l'argent le trouver quelque part pour pouvoir faire ces investissements. En termes de recouvrement, on part presque de zéro, au fait. C'est vrai que la fiscalité peut être élevée, mais ce n'est pas tout le monde qui paye. Donc, ce qu'on devrait plutôt faire, et moi, je le dis de manière très honnête, c'est encourager tout le monde à payer leurs impôts, leurs taxes, Élargir et tout ça. l'assiette. Et plus on élargit l'assiette fiscale, moins il y a de pression fiscale sur tout le monde. Mais quand on est censé, disons, imposer 60 personnes et qu'il n'y a que 10 qui payent, ben les 10 payent le prix des 50 autres qui ne payent pas, au fait. Donc, il faut qu'on se voit comme des individus. À chaque fois qu'on paye nos impôts, on contribue justement à améliorer notre pays. Et ça, c'est vraiment notre devoir premier, au fait, de le faire. Le patriotisme économique. Exact. Je pense qu'il est temps. Je me rappelle quand on était encore au primaire, on est au drapeau. Vraiment, on sent que vraiment, le drapeau, le pays, donc ce sont des éléments qui sont très importants. Et ce patriotisme économique, elle doit se répercuter en fait sur toute la chaîne. C'est vrai ce que tu as dit, au niveau des infrastructures, franchement, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est à féliciter. En même temps, on ne peut pas attaquer tous les fronts. Le plan alimentaire, pour moi, je pense que on se nourrit tous les jours. Tout le monde a besoin de manger. C'est sur ce point-là, justement, que nous devons nous concentrer. Je pense qu'on a à près de 80% d'importation même de bétail. Donc, le bétail à l'intérieur du pays, à Abidjan, c'est totalement différent en termes de prix et de coûts. Donc, il y a des éléments sur lesquels il faut jouer véritablement pour pouvoir permettre au consommateur final de pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. En même temps, payer ses impôts, c'est pas forcément dans la culture africaine. Et on doit pouvoir l'inculquer à travers ce patriotisme économique-là, savoir pourquoi est-ce qu'on paye nos impôts. Donc, il doit avoir une communication, les communications pour qu'on sache pourquoi on paye nos impôts et on voit. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, à l'aide du numérique qui est là, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent permettre la facilitation donc, du paiement des impôts. Et je crois qu'avec tout ça, on pourra certainement trouver quelque chose d'intéressant. Alors, il se trouve que Abidjan est aussi perçu au travers des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, ça va être ça la question, qui dépeignent une certaine vie de prestige à Abidjan. Les week-ends, ils sont à Assini, ainsi de suite. Maintenant que je suis sur place, je réalise que les personnes qui ont ce style de vie ne représentent même pas 1% de la population ivoirienne. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de miroir qui fait que quand on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on voit la Côte d'Ivoire comme étant une ville hyper moderne, hyper tout ce que tu veux. Quand on arrive sur place, on est frappé par le contraste entre une minorité de personnes qui vivent vraiment très bien et une masse de personnes qui ont, pour le coup, encore beaucoup de mal à s'en sortir. On peut le voir, par exemple, avec les jeunes dans la rue qui parfois interpellent pour demander de l'argent, ainsi de suite. Comment comprendre finalement ce gap-là? Au fait, ça, moi, je dis toujours, c'est l'algorithme. Là, on parle de la diaspora. Donc, la diaspora, ils sont partout, hein. Ils sont dans d'autres pays africains, mais ils sont aussi en France, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont dans d'autres pays. Et donc, la plupart du temps, eux, ce qu'ils vont voir, c'est leurs amis, c'est des personnes de leur entourage qui, quand ils viennent à Abidjan, sont en vacances. Moi, je dis toujours, la pire erreur pour un expat, pour un repat, pour quelqu'un qui vient s'installer à Abidjan, c'est de regarder les vacanciers abidjanais. C'est la pire erreur à faire. Les vacanciers abidjanais ont un train de vie que nous-mêmes souvent regardons, on dit waouh, parce qu'ils viennent avec leurs euros, avec leurs dollars, même si c'est leur CFA. Ils sont venus pour dépenser, ils sont venus pour consommer. C'est clair. Et Abidjan, c'est la ville,
tu peux avoir tout ce que tu veux, tant que tu as l'argent. Donc, les restaurants, il y en a de nouveaux chaque semaine. Il y a de nouveaux coins chaque jour. On voit un truc à Dubaï, demain, ça y est, en Côte d'Ivoire. Donc, tu vas trouver. Donc, ceux-là sont dehors tous les soirs et dans des restaurants très chers. Comme on dit, la vie à Abidjan est chère. Pour un bon repas dans un restaurant IP, tu te retrouves en train de dépenser facilement 50, 60 000. Tu peux pas faire ça tous les soirs, 100 €. Donc, tu peux pas faire ça tous les soirs. À Sini, certains coins encore qui sont très populaires pour leur brunch sont à plus de 100 €, presque 200 €. Donc, si tu commences à faire ça 4 week-ends d'affilée, ton budget, il est parti au fait. Oui. Mais eux, ils sont là pour un temps réduit, la plupart du temps. Ils sont là pour 1 mois, 2 mois. Ils enjoy leurs vacances et ils s'en vont travailler pour pouvoir encore avoir l'argent pour revenir. Donc, toi qui vis ici, ne regarde pas les stories ou les photos des vacanciers. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour les 1%, et je dirais c'est quand même un peu plus qu'1%, pour ceux d'une classe moyenne élevée ou même qui sont très aisés, qui peuvent se permettre cette vie-là, encore, il ne faut pas forcément regarder et comparer. Il faut voir ton statut personnel, combien tu gagnes. Est-ce que je peux me permettre d'être au restaurant tous les soirs? Est-ce que c'est pas mieux que je me prenne une cuisinière qui va me faire mes plats? Vraiment, c'est de s'asseoir et d'être honnête avec soi-même, de dire, ah, voici mon budget, voici ce que je peux payer et voici comment je devrais gérer mes finances personnelles. Donc, mon conseil, je dirais, ou bien, comme tu dis, est-ce que c'est pas la vie IP? Non, la ville d'Abidjan a vraiment tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mais est-ce que tout ce qu'on voit est permis à tout le monde? Absolument pas. C'est pareil que dans toutes les grandes villes que tu vois, tout le monde n'habite pas sur les champs, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dîner dans les meilleurs restaurants de Paris tous les soirs. C'est pareil pour Abidjan. Mais donc, quand tu regardes des stories, surtout autour de la Cannes, où tout le monde est venu massivement pour les vacances, là, c'était même nous, les locaux, même on était dans le PA H24. Mais ça, on a pris 1 an pour s'en remettre. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas regarder ça et te dire que tous les jours à Abidjan, tu seras dehors. Après, il y a des gens qui sont tous les jours à Abidjan dehors, mais on ne connaît pas le fond de leur poche. Donc, vraiment, il faut juste connaître ton budget et te comporter en fonction de ton budget. C'est tout. Moi, je pense que aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, le salaire, il ne suffit pas. Oui. Il ne va jamais suffire. Et dans des grands pays, les gens ont pour habitude d'avoir des investissements. Oui. Ils ont la culture de l'investissement en bourse, par exemple. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement sécurisé. Donc, par exemple, la bourse, beaucoup de personnes investissent dans la bourse, dans d'autres entreprises, ainsi de suite. On voit beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs naître aujourd'hui. Donc, les gens n'ont pas forcément cette culture-là d'acheter des actions dans des sociétés, ainsi de suite, bien organisées. Je crois que quand on parle de dépenser, il faut aussi chercher à augmenter ses revenus. Donc, comment augmenter ses revenus? Quelles sont les pistes de solutions qui peuvent exister pour que les gens puissent augmenter leurs revenus? On a également les concours de fonction publique, par exemple. Donc, ces concours de fonction publique qui existent sont une perche lancée par l'État pour permettre de résoudre un tant soit peu le problème de chômage. Mais force est de constater que parfois, les personnes vont à ces concours-là pas par vocation, mais juste parce qu'ils veulent une sécurité. Et après, ça se répercute directement sur le travail. Après, on le voit, quelqu'un qui fait quelque chose dont il n'est pas passionné, donc il y a un problème derrière. Donc, ça se répercute sur son travail. Donc, il y a tous ces petits éléments-là qu'il faut bien regarder avant de pouvoir se dire que, bon, sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors, quand on est dans le domaine du business, la cherté de la vie, c'est un atout ou c'est un handicap? Ça dépend. Par exemple, moi, je rejoins Benaziz quand il dit qu'il faut chercher à accroître ses revenus. Et donc, pour accroître ses revenus, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et si tu es salarié, il faut avoir toujours un side business, quelque chose que tu fais en extra. Et donc, à Abidjan, et surtout, donc je parle d'Abidjan… Au détriment de ton employeur qui te paye? Pas au détriment, pas du tout. Moi, je pense que… C'est parfois difficile de faire pleinement son travail et son petit business à côté. Franchement, normalement, moi, je pense que c'est interdit. Par exemple, étant fonctionnaire, il y a une… Non, fonctionnaire, oui. Et je parle dans le privé ou dans quoi que ce soit. Du moment que tu réalises ton travail et que tu fais toutes les tâches qui te sont accomplies, il n'y a pas de problème. Et après, il ne faut pas aussi être en conflit direct avec ton poste actuel. Et franchement, là, par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On n'est pas tous passionnés de notre 9 to 5, notre travail de tous les jours. On ne peut pas tous se lever ce matin. Oh là là, j'adore ce boulot. Je suis trop heureuse de partir au travail.
Franchement, hey, on travaille tous pour gagner de l'argent à la fin du mois. Et puis, voilà. Donc, certains vont dans des secteurs parce qu'ils savent qu'ils seront payés. Et ça, c'est totalement OK. Du moment que tu fais bien ton boulot, tu n'es pas obligé d'avoir un amour particulier pour ce travail-là. Mais par contre, quand tu as une idée ou quelque chose pour laquelle tu es passionné, tu peux la poursuivre du moment que tu le fais bien pendant que tu fais ton boulot. beaucoup plus productif. Exactement. Quelque chose que Et surtout, moi, je me dis, quand tu as des hobbies ou quand tu as d'autres choses qui te motivent, il y a un impact direct sur ton boulot. Je donne un exemple. Moi, j'avais une ancienne collaboratrice qui prenait des cours, qui a commencé à prendre des cours de danse, de théâtre et plein de choses comme ça. Et je voyais l'impact direct sur sa posture, sa confiance en elle. Ça n'a absolument rien à voir en étant en finance avec ce qu'elle faisait. Quelqu'un peut se dire, mais tu perds ton temps, tu t'en vas payer des cours, tout ça, ça te sert à quoi? Tu vas pas devenir danseuse professionnelle. Et moi, c'est comme ça que je réfléchissais avant. Genre, toutes les activités extracurriculaires que je faisais étaient en relation directe ou indirecte avec ce que je faisais au jour le jour. Parce que je me disais, bon, si je lis un livre, c'est pour m'améliorer, pour comprendre tel sujet ou pour comprendre telle chose. Mais justement, par exemple, la danse, le théâtre, ça te donne une confiance en soi. Tu es plus en harmonie avec ton corps et tout ça. Donc, tout ce que tu fais souvent extra, exactement, peuvent rajouter même pour ton employeur ou pour toi-même en tant que personne. Donc, moi, je suis pour le self-development et le self-realization, c'est-à-dire tout ce que tu fais pour t'améliorer toi-même en tant que personne. Et justement, quand tu vas aller avoir d'autres revenus, tu peux même t'acheter une voiture, peut te permettre de te rendre au travail plus facilement. Tout ça, ça aide. Mais le point que je tenais à faire sur comment la cherté de la vie peut être une opportunité, ça fait que pour, en tout cas, cette classe moyenne qui est en train de grandir en Côte d'Ivoire, ils ont encore plus besoin de services et de produits. Et donc, ça fait qu'on innove tout le temps. On est tout le temps en train de chercher qu'est-ce que d'autre je peux leur vendre. Parce que quand tu as une société qui se développe et qui n'est plus au niveau, c'est comme la pyramide de Maslow. Tu as fini d'être nourri, tu as fini d'avoir ta maison et tout. Donc, tu as d'autres problèmes, en fait. Tu cherches, par exemple, comment je vais me faire masser. Et donc, tu as toutes les inventions avec maintenant tous les massages taille qui viennent et tout. Et donc, c'est des opportunités pour des entrepreneurs. Parce qu'avant, qui va aller payer 100 000 pour se faire masser avec des pierres chaudes? Mais maintenant, je suis assez relax, j'ai un peu d'argent ici, là. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Donc, tu as toutes sortes d'idées, par exemple, des spas pour les enfants qui se développent parce qu'on cherche à distraire nos enfants. Le courir dehors, ce n'est plus assez pour eux. Donc, tu as vraiment tous ces trucs-là qui se développent et tu as un marché pour cela. Donc, la cherté de la vie et aussi le fait que d'autres puissent se permettre font qu'il y a des services et des produits qui peuvent être développés, de nouveaux services et produits qui peuvent enrichir d'autres personnes. Et c'est la roue qui tourne, au fait. Donc, plus tu as un pouvoir d'achat qui est élevé dans un pays, plus tu as des opportunités pour les entrepreneurs. Et je dirais que la Côte d'Ivoire est un pays qui est assez ouvert, qui ne se renferme pas, les Ivoiriens sont toujours prêts à découvrir de nouvelles choses. C'est clair. Et donc, si tu as une idée qui marche, ça passe très crème ici, au fait. La vie est chère. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les salaires suivent? Parce que j'ai comme l'impression quand même qu'il y a deux niveaux en termes de salaire ici. Moi, j'entends des gens parfois parler de, oui, 1 million, 1,5 million, 2 millions, comme si c'était quelque chose, comme si c'était la panacée. Moi, mais vous vivez dans quelle Côte d'Ivoire? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend aussi du train de vie de chacun. Non, tout le monde va avoir un bon train de vie. Hein. Oui, mais il y a des gens qui vivent bien avec 300, 400 000. Hein. Oui. Non, ils vivent bien. Quand ils vivent bien, on va pas avoir 300, 400 000 francs de salaire et puis aller prendre un loyer de 250 000. C'est ça. Donc, si j'ai 300, 400 000 francs de salaire, je cherche un loyer de 80 000 maximum. 80 000, 100 000 mois. Ouais. Donc, en même temps, on rentre maintenant sur l'aspect social. Donc, sur l'aspect social aujourd'hui, le fonctionnaire même peine à avoir un logement qui rentre dans sa grille salariale. Donc, aujourd'hui, on a des logements minimum, on est à 45 millions, 50 millions pour avoir une villa normale bien. Tu vas acheter, oui. Bon, la banque ne peut lui prêter que généralement pour un fonctionnaire moyen autour de 25 millions, 30 millions. Donc, le reste, là, ce gap-là, il le trouve où? En même temps, sur l'aspect social également, au niveau de la nourriture, au niveau des étudiants, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'étudiants. Moi, en tant que président de Fédération des jeunes entrepreneurs, je reçois beaucoup d'étudiants qui viennent me dire, ah, je suis entrepreneur, je me débrouille un peu, mais bon, là, on est sorti de l'université, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a
pas que l'État ne fait pas sa part, l'État fait sa part, mais en même temps, notre rôle en tant que citoyen, c'est vraiment d'apporter donc des contributions, des solutions qui peuvent être exploitées. Au niveau de la fédération, par exemple, on travaille sur un plaidoyer qui va permettre aux étudiants, à chaque étudiant de Côte d'Ivoire d'être payé pendant 2 ans, sans que forcément l'État ait investi de l'argent à travers un système circulaire. Donc, ce sont des réflexions qui sont menées de sorte à créer un fonds d'amorçage à l'entrepreneuriat. Qu'un jeune, dès qu'il a le bac, il a un rappel d'autour de 500, 600 000 francs, mais quand ils viennent à Abidjan, ils vont plus aller courir pour se mettre à l'université en chambre. Ils peuvent se mettre à 3, 4, prendre un appartement qui répond aux standards d'Abidjan. Donc, et puis aller à l'université tranquillement. Mais en même temps, si ça qui sont payés pendant 2 ans, c'est un fonds d'amorçage qui va leur permettre de pouvoir embrasser donc une activité parce que c'est comme une petite retraite. Là, après 2 ans, j'ai plus rien. Donc, il faudrait que je commence à faire une activité qui va me permettre de pouvoir gagner donc de l'argent. Est-ce qu'avec 75 000 de SMIC, on peut bien vivre en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est au SMIC. C'est pour ça que c'est le SMIC, c'est le minimum. Au-delà du SMIC de 75 000, est-ce que avec les salaires moyens, comme on dit, qui sont quoi, autour de 300 000, 400 000, est-ce que ça permet à l'Ivoirien lambda de vivre? Non. Ok. Pour être très clair, non. Moi, je pense que... Quelqu'un qui a 400 000 francs pour toi. Non, moi, je pense qu'on doit s'asseoir et puis réfléchir sur comment doubler tout ça. 400 000, hein, Comment doubler tout ça? Doubler. Oui, comment doubler tout ça? Ok. Oui, parce qu'à partir de moins 150 000, à partir de 150 000 de SMIC, on peut se dire, OK, je peux avoir peut-être un petit studio quelque part à 50 000 là encore. Non, mais si on met le SMIC à 150 000, ça ne résout pas le problème. Non, quand je dis doubler tout ça, ça veut dire que celui qui a 300 000 doit se retrouver à 600 000, celui qui a 600 000 doit se retrouver à 1,2 million. Maintenant, comment on réfléchit à ça? Voilà. C'est vraiment d'utopie. C'est ça. Ah, non, mais après, en fait, il faut rêver d'abord avant de penser à la réalisation. Parce que si on ne pense pas comme ça, on ne se donne même pas des pistes pour pouvoir y arriver. On se dit oui, on en parle, mais OK, c'est quoi l'objectif? Le fonctionnaire qui nous écoute actuellement, qui a 400 000 francs de salaire, se dit par exemple, comment on fait pour que lui puisse avoir 800 000 francs de salaire? On va devenir riche. Je reviens à la question parce que tu peux Combien de milliards sont de la Côte d'Ivoire pour aller acheter à l'international? Si ça restait ici, on allait pouvoir augmenter les salaires. Combien tu penses qu'il te faut gagner par mois pour vivre à l'aise? Moi. Oui, toi. J'applaudis parce que, pareil, je crois fortement que quand tu dépenses beaucoup, ça te pousse à beaucoup chercher. Exactement. Donc, si tu te limites et tu te dis, ah non, moi, je veux pas dépenser plus de 200, 300 000 par mois. Dès que tu as 500 000, tu es à l'aise, tu dépenses les 200, 300 000 jusqu'à tu as la monnaie. Mais, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mais si encore tu as de grandes ambitions pour toi-même, pour ta famille, pour ce que tu veux faire et tout, tu ne vas jamais te contenter du minimum. Tu vas toujours chercher plus. Si c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 side jobs, tu vas trouver tout ce qui est possible pour pouvoir augmenter tes revenus. C'est ça. Et donc, c'est pas tout le monde, comme tu dis, qui peut être ou avoir un esprit d'entrepreneur ou vouloir investir ou faire plusieurs choses à la fois. Mais il faut que, éventuellement, on ait assez de personnes qui génèrent et créent de la valeur de telle sorte que tout un chacun puisse se retrouver dans son domaine et avoir plusieurs pistes de sortie. Je rejoins exactement ton point de te dire que le plus on a d'ambition pour nous-mêmes, on est obligé de tirer d'autres avec nous, au fait. Parce que même quand tu crées une entreprise, tu peux pas le faire seul. Tu auras forcément des cadres qui vont venir avec toi. Donc, tu tires le maximum de personnes avec toi. Mais après, je rejoins le point de, il faut aussi qu'on puisse, à un moment donné, structurer l'économie de telle sorte qu'il n'y ait pas un si grand gap entre ceux qui peuvent se permettre un certain train de vie, donc les 1%, 2%, 4%, 5%, et le bas de l'échelle, au fait. Parce que là, on vient et on crée deux mondes complètement séparés, au fait. Presque, on n'imagine même pas ce qui peut se passer de l'autre côté. Versus, je sais pas, bon, peut-être que c'est aussi on n'est plus aussi mobile qu'avant. Je sais pas comment dire. C'est vrai que
on a, on a les routes, on a les voitures et tout ça. Mais j'ai l'impression que chacun reste un peu dans son quartier, dans son monde, dans son secteur, avec ses amis. On ne se mélange pas comme avant. Je sais pas comment dire, genre, nous, en grandissant, tu peux vivre, je sais pas, à Cocody ou deux plateaux, mais tu vas quand même te retrouver certains jours à Bobo, à Jamé, à Nyama, tu joues, tu vois. Il y a pas... Moi, j'ai cette question aussi derrière. Oui. Pourquoi vous avez le besoin de vivre dans l'opulence, dans la richesse, dans l'abondance? Voilà, l'abondance, c'est peut-être le meilleur terme. Pourquoi tu as besoin de vivre dans l'abondance? Moi, je n'ai pas besoin de vivre dans l'abondance. OK. Et je ne pense pas que je vis dans l'abondance. Ah, c'est pas encore l'abondance pour toi? Je dis que il est vrai dans l'abondance. Tu sauras. Il y a des gens qui doivent se dire, mais si elle n'est pas dans l'abondance, nous, on est d'accord. Mais, personnellement, C'est un cheminement. c'est un cheminement et je Est-ce pense que tu as fait tout ça, toutes ces études, toutes ces pour entreprises? souffrir, non. Ouais. C'est ça mon truc. Moi, au fait, je me dis que je touche du bois. Notre temps sur cette terre est limité. Donc, tu penses C'est la que seule chose qui est garantie quand on est, c'est qu'on va mourir un jour. Et donc, si tu pour moi, touches je 500 000, travaille est-ce que tu beaucoup. vas souffrir? Tu estimes que si tu touches 500 000 à la fin du mois, est-ce que tu Quand? vas... Là, maintenant. Quand aujourd'hui, Oui. si je vais pas, je n'entends pas. À la fin du mois. Ça paye pas son carburant. Son carburant seulement, ça paye pas. Ça n'arrive pas ici, Philippe Mazo. Pardon, faut pas, mais pardon. Je n'entends pas, je n'entends pas. Non, mais Non, pour revenir un peu, point, il faut je dire dis que moi, l'un de mes objectifs et pourquoi j'aimerais surtout qu'on ait une société où on est OK à voir d'autres personnes réussir Oui. et ne pas se cacher. Parce que surtout, Ouais. la seule chose que j'entendais de nos parents ou de beaucoup de choses, pour mieux vivre, il faut se cacher. Quand tu as ça, il faut économiser. C'est vrai. Il faut garder, mais tu gardes pourquoi? On n'a jamais enterré quelqu'un avec tout son argent pour le couvrir. Non. Plus tu gardes, même plus après, les gens vont faire palabre derrière toi. Donc, tu dois être là en train de dire, ouh, si j'avais dépensé, il n'y avait rien même pour faire palabre dessus. Donc, je ne dis pas de vivre de manière inconsciente, mais je dis que surtout, quand tu travailles dur pour ton argent, il faut te faire plaisir. faut te faire plaisir. You have to treat yourself. Et ça, se faire plaisir, ça peut être différent pour tellement de personnes. D'autres personnes, se faire plaisir, ça peut être aider d'autres personnes à réussir. D'autres personnes, se faire plaisir, ça peut être acheter un terrain pour leurs enfants. D'autres personnes, se faire plaisir, ça peut être faire du shopping. Quelle que soit la Comment chose. tu te fais plaisir? Soft life. C'est-à-dire, tout ce qui peut me faire souffrir, là, je n'aime pas. C'est-à-dire, je paye pour des choses confortables. Par exemple, je veux que mon domicile soit confortable. Je veux pouvoir gagner du temps. Moi, la denrée la plus chère, c'est mon temps. Donc, je paye des gens ou pour des services pour économiser sur mon temps. Donc, je vais par exemple avoir une assistante qui va faire des petits trucs pour que j'économise mon temps. Je vais peut-être payer un service premium pour que quand j'arrive, je déteste faire le rang. Je n'ai pas à attendre, par exemple. Je vais peut-être commander des choses en ligne parce que je veux pas aller perdre mon temps dans les magasins. Donc ça, c'est comme ça que je me mets à l'aise parce que j'arrive avec toutes les choses que je fais à avoir du temps pour moi-même. Je vais faire du sport, je vais essayer de manger healthy parce que j'ai besoin d'énergie pour pouvoir continuer le train de vie que je fais. Donc, par exemple, je vais pas renchigner si, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de manger une salade qui va me coûter 6 000 francs parce que je sais que si je mange le plat de photo, j'aurai sommeil et je vais aller dormir au travail. Tu vois, donc, c'est ces petites choses-là. Après, moi, je suis quand même quelqu'un de très économe. Salade à 6 000 francs, tu achètes ça. Voilà. En même temps, non, mais en même temps, en même temps, Attends, genre c'est cher ou bien c'est moins cher? Non, c'est où? Ah, ok, d'accord. Oui, oui, je peux dire pas. Non, c'est pas vraiment des salades. non, mais en même temps, tout ça répond, tout ça répond à un processus. Hein. Moi, je pense qu'en même temps, tout ça répond à un processus. Donc, Afou, peut-être il y a 10-15 ans en arrière, elle peut se retrouver dans certaines situations, peut-être 20 ans, je dis n'importe quoi, hein, dans certaines situations où, par exemple,
elle n'avait pas forcément les moyens de s'offrir tous ces services qu'elle a aujourd'hui. Donc, il faudrait rappeler aux gens que c'est un cheminement. C'est pas parce que peut-être elle est là aujourd'hui ou qu'on est là aujourd'hui que ça veut dire que eux, tout de suite, ils doivent être à ce stade-là. Non. Non, mais tu On peux a aspirer à ça. Tu peux dire, moi, oui, Mais ça doit être un process. mais ça doit être un Oui, process. voilà. Ça doit être un process. Moi, Oui. j'ai vécu avec des amis, on était 5 dans un studio sans plafond. Un midi et deux, on s'assoit devant la porte parce que la chaleur dedans, là, c'est cool. Sans plafond. Sans Et vous plafond, dormiez on m'aurait pas Mais c'est la tôle direct. Ah. Donc, quand il fait chaud à midi, là, la chaleur, là, et on sort. Mais En fait, c'est aujourd'hui, tout le concept, la chaleur. il faudra pas me voir aujourd'hui dans certaines conditions et puis Dans se dire, certaines voitures. voilà. Dans certaines voitures, la précision de taille. Donc, me dire, ah tiens, voilà. C'est la première fois que j'ai vu Aziz, c'était il y a beaucoup d'années, assez quand même. C'était il y a beaucoup d'années. Peut-être 5-6 ans. C'était il y a très longtemps. Et je sais pas si tu te rappelles, tu avais à l'époque une Mercedes, Yes, les grosses une voitures. grosse voiture. Je me suis dit, ça c'est vendeur de poulet. Imagine. Non, mais- C'est pour ça qu'il a dit même prier. Non, mais- Amine a une. Non, mais en fait, il faut se faire plaisir, comme elle a dit. Ouais. C'est un processus, c'est un challenge. On regarde quelque chose, on dit, bon, ok, moi, je vais travailler. Et puis, si j'arrive à atteindre cet objectif personnel-là, je vais m'offrir ça comme cadeau. Voilà comment on réfléchit, en fait. Ouais. Mais en vérité, C'est un bon vous point. êtes arrivé à ce stade-là, sans vous en rendre compte. Si Ouais. vous voulez acheter une voiture de 100 millions, mais vous allez vous dire, j'ai des objectifs sur mon entreprise de gagner peut-être 1 milliard de bénéfices. Comment je gagne 1 milliard de bénéfices? Si j'arrive à avoir ça comme bénéfice, je m'offre une voiture de 100 millions comme cadeau. Mais ça ne veut pas dire En fait, que tout en la face. vision, c'est comment j'achète cette voiture-là. Souvent, même, la voiture, même, on vous dit une petite panne au garage, 500 000, 1 million, on fait Tu peux comment? pas payer. Parce que vous n'avez pas ce train de vie-là. Donc, c'est étape par étape. Ouais. Il faudrait que les gens Stanislas déjà dit, comprennent cela, ici, rêver grand, et je vais vous entendre économiser au Économiser, départ, économiser. voilà, se priver de beaucoup de choses Ouais. pour pouvoir réaliser les rêves. Nous qui sommes là aujourd'hui, on est passé par des choses également. Donc, il faudrait pas que les gens se disent que, oh, c'est possible en même temps. Non, c'est un processus. Et c'est très important de le dire. Sinon, les gens vont s'adonner à des choses qui ne sont pas forcément logiques, à des investissements, on va dire, pas forcément, Ouais. comment on appelle ça? Légaux, pour pouvoir avoir de l'argent. Oui, les pyramides de Bonzi, des trucs comme ça. Je disais, Stanislas a dit une phrase qui m'avait beaucoup plu. Il disait que l'amusement doit toujours être la récompense du travail. Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Et au fait, pas forcément en termes de récompense du travail, mais l'amusement doit être proportionnel Au travail au aussi. travail. C'est-à-dire que, non, Je franchement, suis d'accord. c'est pour ça que moi j'aime bien la phrase work hard, play hard. Parce que surtout quand Play hard. how hard can you play? Mais surtout quand tu travailles beaucoup, tu as besoin de décompresser. Tu as besoin de te dire que je fais tout ça pour quelque chose. Et donc, la manière de play peut être différente pour chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire je viens de gagner 50 millions, je vais aller tout dépenser les mêmes 50 millions. Mais si, par exemple, je viens de gagner 50 millions et que me prendre un truc de 500 000 pas me faire plaisir pour que j'aille encore chercher les 50 millions, il faut le faire. Parce qu'après, ça devient une cordée. Oui. Tu vois, donc il faut que tu puisses te récompenser. Mais il faut pas aussi que la récompense devienne presque une contre-indication à ton travail. C'est-à-dire, tu te récompenses tellement que tu n'es plus concentré, tu sais plus, tu as dépensé tout ton argent. Il faut que ce soit proportionnel aussi. Tu vas pas dépenser à la hauteur de combien tu as gagné. Ça doit être vraiment une petite proportion. Mais il faut que tu puisses toi-même t'encourager, te motiver et puis te dire que je suis en train de faire tout ça pour quelque chose. Et le pour quelque chose, pour chacun de nous, c'est différent. Mais avoir aussi de l'impact, c'est important. Il faut pas, toi, seul avancer, seul. Il faut qu'autour de toi, tu vois que ce que je fais là, ça permet à d'autres aussi de sortir d'où ils sont. Ça leur permet de rêver grand, mais pas seulement de rêver pour rêver, au fait. Il faut que ça se concrétise par des actions et que tu vois que ça a un impact direct sur leur vie, sur leur style de vie, sur comment ils se voient eux-mêmes et comment ils arrivent à générer ces ressources-là. Et c'est vrai que l'argent, c'est important et tout, mais on est des humains, au fait. Et je pense que la chose la plus importante pour une personne, c'est de se sentir utile. Oui. Utile à soi-même et utile à la société. À la société. Et cette utilité-là, pour moi, ça n'a pas de prix, au fait. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, j'apporte au monde? Et tout le monde
a quelque chose à apporter, a une magie, a un don, a une compétence à apporter. Et quand tu la apportes au plus haut niveau, tu seras forcément récompensé. C'est clair. Si tu prends ton talent au sérieux, que tu t'y donnes et que toi-même tu vois la valeur de ce talent et que le reste du monde voit la valeur, l'argent va suivre. Et comment est-ce que tu trouves cette valeur? C'est en travaillant, c'est en essayant plusieurs choses, en tournant, ouvrant cette porte, trouvant une autre porte, en parlant, en communiquant, en t'exposant au monde. C'est tout ça qui va te permettre de trouver ton talent. Et quand tu le trouves, il faut vraiment que tu y travailles. Et souvent, c'est en jouant, en t'amusant que certaines idées peuvent te venir. Donc, tu vas pas tout le temps aussi. Moi, je suis pas pro, genre, être geek au point où tu es tout le temps dans tes livres, matin, midi, soir. Il faut aussi t'ouvrir au monde. Il faut pouvoir parler. Il faut savoir ce que tu veux faire. Une fois que tu le fais, le reste va suivre. Et comme tu dis, on peut jamais créer de zéro. 0 fois 1 milliard, c'est toujours 0. Il faut avoir quelque chose. Et puis, c'est sur ça que tu vas construire. Donc, il faut économiser. Il faut que toi-même, tu puisses avoir quelque chose. Même quand tu viens pitcher ton idée à quelqu'un, il faut dire, bon, moi-même, j'ai déjà mis 100 000 dedans, j'ai déjà fait quelque chose. Mais idée là, nous, tout ce qu'on dort, on rêve, on se réveille, les idées même, ouf, il y en a une tonne. Mais il faut commencer, il faut se lancer, il faut juste bouger, au fait. Il faut Pour pas... répondre aux mots, la façon la plus simple de s'enrichir, en fait, c'est de servir le monde. On va arriver à ça parce que je veux juste qu'on valide une étape avant d'arriver à ça. D'accord. Aziz, toi, tu t'es fait connaître il y a ça pas mal d'années, suite à une interview. Je n'étais même pas en Côte d'Ivoire à l'époque, dans laquelle tu disais que tu serais milliardaire à 30 ans. Tu y es parvenu. Maintenant, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es devenu entrepreneur parce que tu voulais devenir riche? Parce que vous m'arrêter sur la route. Tu es milliardaire. Tu vois, les tickets. Attends. Et puis, Faut pas faire m'arrêter sur la route. En termes de chiffre d'affaires, Je te dis, des entreprises, faut pas faire m'arrêter sur la route. Voilà. Moi, je te le dis, il ne faut pas vraiment m'arrêter sur la route. J'ai rêvé de devenir milliardaire à 30 ans. Depuis 27, 28 ans, j'estime personnellement que j'ai eu le milliard de deux façons. Le milliard dans la tête, c'est-à-dire que la pensée, la manière de penser qu'il faut pour être milliardaire. Je suis là. 2, j'ai fait un peu l'évaluation de toutes mes entreprises, de mes biens, etc. et tout. C'est bon. Chiffre d'affaires, il y a longtemps qu'on dépasse ça en termes de chiffre d'affaires, mais c'est pas ça être milliardaire pour moi. C'est clair. Le milliard dont je parle maintenant, là, c'est-à-dire que j'ai eu 30 ans le 8 janvier. Il faudrait qu'avant la fin de cette année-là, je regarde mon compte et puis il y a au moins 1 milliard dessus, comme ça. Donc, comment on réfléchit pour ça? Immobiliser. Mais ça va même pas faire. Mais une fois que c'est immobilisé, c'est un palier. Je vous assure que les semaines qui suivent, là, c'est descendu. C'est réinvesti. Donc, c'est vraiment ça. Et cette mentalité-là m'a permis aujourd'hui de pouvoir diversifier mes activités, de pouvoir me dire, ah, mais tiens, tu veux être milliardaire à 30 ans, mais tu en es où? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu arrives à avoir des produits, le poulet, 3 000, 2 500, le carton, 20 000 et autres? Mais est-ce que tu arrives à avoir des produits à 10 millions, à 50 millions, à 100 millions, à 200, 300 millions? Et ça m'a permis d'avoir une entreprise aujourd'hui qui le fait, qui est en train de réfléchir et à construire une industrie de transformation métallique, donc les premières usines de construction de maisons en Afrique. Donc, on est sur ce pan-là. Et c'est une question de mentalité. Voilà, c'est une question de mentalité. On a compris que tu es milliardaire de deux façons. C'est ça qu'on a retenu. C'est ce qu'on a retenu. Arrêtez sur la route, donne-moi 10 millions. La réalité. Alors ça c'est peut-être bien d'en parler. La pire chose que les gens font, c'est que quand ils entendent que quelqu'un a de l'argent, ils viennent lui demander. Oui. Ça c'est un réflexe que je ne comprends pas. C'est-à-dire que comme il dit, quelqu'un va... Comme il en a trop là. Oui, comme il a trop d'argent, il faut qu'il me donne un peu. Sans réaliser que le don n'enrichit personne. Non. Personne n'est devenu riche parce qu'on lui a donné. Ouais. Tu deviens riche parce que tu as transformé quelque chose que tu avais. Le don. Des héritiers, mais bon. Oui, bon, ce sont des. Il y a même pas beaucoup d'héritiers ici. Tu nous insultes, Philippe, je ne sais pas. On a commencé à être riches quand on a fait les héritiers déjà. On disait dans 200 ans, il y aura des enfants. Ouais, il y a plusieurs façons de donner. Il y a plusieurs façons. Laisse-moi poser ma question. Tu es devenu entrepreneur parce que tu voulais gagner de l'argent? Non. Et pourtant, tu es né dans un milieu qui était pauvre.
Moi, je n'avais pas choisi de faire l'école, aller dans les grands diplômes, entrer dans les entreprises. Quand je dis pauvre, je dis, tu n'es pas né dans l'opulence. Non. Voilà, tant que tu as dit que tu as peut-être dans une jambe, c'est. Il fait des choses. Attends, chez mon père, par contre, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui. D'accord? Mon père, il était professeur, il est professeur de mathématiques, et puis après, il a fait autre chose et tout. Donc, on avait une vie normale. D'accord? Oui. Mais on a eu une éducation qui nous poussait, par exemple, à sortir pendant les vacances pour aller mener des activités, vendre des choses au quartier, vendre des choses à la mosquée, etc. et tout. Et c'est cet argent-là, on disait, ah, vous avez eu combien comme bénéfice? Bon, on va compléter pour payer vos fournitures, etc. Tout. C'était une manière de nous éduquer, donc, à savoir chercher de l'argent. À ce moment donné, moi, j'ai regardé l'environnement, j'ai regardé le monde, j'ai dit, ah, tiens, non, 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 non. Et j'ai vu également notre environnement, j'ai dit, mais quand je regarde notre environnement, qui était dans le temps axé sur je connais qui, je connais qui, je connais qui pour avoir un travail, j'ai décidé de prendre la liberté en créant mon propre emploi pour ne pas subir ça. Et c'est comme ça que je quitte la maison même de mon père pour aller habiter où il y avait ma chambre, où je dormais avec mon frère, mais je laisse ça et puis je vais habiter avec des amis sous plafond où il n'y a pas de truc. Parce que je décide, Tu t'es mis en difficulté. je décide de me mettre en difficulté pour pouvoir pousser. Et même lorsque, à un moment donné, je peux dire que j'avais un peu les moyens et tout, je me posais des questions. J'étais en zone de confort. Je suis allé au marché d'Adjamé à Abidjan, pour ceux qui connaissent, et puis je suis allé acheter un jean et je me suis mis au bord de la route pour le revendre. Donc, pour me dire, si je n'ai plus rien là, et puis je me retrouve dans un environnement, est-ce que moi je suis capable de sortir de chez moi? Celui qui n'a pas l'argent, qui sort de la maison pour chercher des opportunités. Et ce jour-là, j'ai gagné de l'argent. Et ça m'a conforté moi-même pour me dire, on t'enlève tout, on te jette dans n'importe quel environnement, tu seras capable de recréer de la valeur. Parce que j'ai gagné plus d'argent que, on va dire, j'ai gagné pratiquement plus de 20 000 francs ce jour-là. Comme ça. Si j'avais fait 3 jours, 4 jours, j'ai gagné le SMIC de quelqu'un. Qu'est-ce qui a, et vous allez me Donc c'est répondre une question de mentalité. Qu'est-ce qui a été à l'origine, qu'est-ce qui te drive jusqu'à aujourd'hui à vouloir réussir? Qu'est-ce qui fait que, même quand c'est dur, parce que, sans se mentir, il y a des jours où tu as peut-être envie d'abandonner, il y a des saisons là où rien ne marche, toutes les portes sont fermées. Questionnement. Tu te remets en question. Clair. Qu'est-ce qui fait que tu te relèves et tu te dis, Je dois réussir. push? Pour moi, l'autre option n'existe même pas, au fait. Il n'y a pas d'autre option. C'est, si je ne réussis pas, je fais quoi, au fait? Pour moi, c'est, comme je dis là, pour moi, l'utilité est tellement importante. Je suis une maximizer. Genre, je veux maximiser mon utilité dans ce monde-là. Et donc, et je pense qu'on devrait tous se dire, c'est vrai qu'il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, mais il faut tellement de conditions pour que toi, tu aies pu naître en tellement de circuits, tellement de choses auraient pu se passer avant même les forces. Il y a tellement, et tu es né, tu es là, tu as vécu, tu as grandi. Et même, et donc, tu as eu les opportunités. Et moi, je le dis tout le temps, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de la faveur de Dieu, les prières de mes parents. J'ai beaucoup de choses qui m'accompagnent. Et donc, je n'ai pas le droit de ne pas réussir avec tout ce dont j'ai pu bénéficier, tout ce que j'ai appris. Je ne peux pas juste m'asseoir et puis croiser les bras et puis abandonner. Pourquoi, au fait? Et quand il dit c'est une question de mentalité, mais au-delà du mental, souvent ton mental va te lâcher. Souvent ton mental va dire, non, couche-toi, dors, demain c'est un autre jour. Mais non, tu es encore en vie, tu es encore debout. Lève-toi. Souvent, moi je dis toujours, l'action appelle la réaction. Lève-toi et puis sors de chez toi-même. Marche. Discute avec les gens. Dis aux gens que, ah là là, c'est chaud, je réfléchis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Le monde, l'univers est tellement malléable. Si toi-même, tu donnes une direction à ton univers, l'univers va s'aligner. L'univers est tellement malléable, c'est-à-dire, tu peux te dire qu'aujourd'hui, il fait chaud, tu te lèves du mauvais pied, oh, c'est la pire journée de ma vie. Mais tu t'apprêtes, tu sors, tu souris à la vie, tu dis non, ça sera la meilleure journée. Et quand tu te reconditionnes de la sorte et que tu sors de chez toi, tu dis c'est la meilleure journée, quel que soit ce qui t'arrive, la journée va finir par être bien. L'univers émet des vibrations. Exactement. Et toi-même, tu as le libre arbitre de diriger ta vie dans la direction dans laquelle tu veux. Donc, cette
cette charge-là fait que, pour moi, je ne peux pas être venue dans ce monde-là et je n'ai été utile à personne. Pas à moi-même, pas aux personnes autour de moi. C'est-à-dire utilité zéro, je ne peux pas m'imaginer cela. Et donc, ça me pousse à toujours faire plus, faire mieux pour moi-même, même en fonction des autres. Mais vraiment, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Comment est-ce que je peux contribuer? Et c'est toujours ça, au fait, pour moi. What else can I do? C'est les questions que je me pose tout le temps. Et je continue de faire, de produire, de... Eh bien, Aziz, toi, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui continue de te motiver aujourd'hui à vouloir plus de succès, plus d'impact? Et qui t'aide quand c'est très difficile? Alors, dans cette même veine, ce qui me motive, moi, c'est que je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, il voit des problèmes partout auxquels il veut apporter une solution. Sa satisfaction est de voir sa solution utilisée, son impact. Et même quand il a l'argent, il continue de travailler pour que sa solution puisse être utilisée par le maximum de personnes pour pouvoir régler un problème. Et donc, ça c'est le leitmotiv de tous les jours. Je ne sais pas pour les autres, mais en tant qu'entrepreneur, mais on le dit parfois, les entrepreneurs sont fous. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa vision, qui peut tout perdre, qui peut avoir tous les conseils autour, et puis il est concentré, il dit, je vais réussir à le faire. Et c'est ça vraiment la motivation première pour une personne même. Il doit se dire que voilà ce que je veux faire, voilà l'impact que cela aura. Les entrepreneurs, en fait, on parle souvent d'entrepreneuriat social, etc. et tout, mais non, tous les entrepreneurs, là, ils font du social. Parce qu'en vérité, tu règles un problème, le problème des autres, en apportant une solution. Et c'est cette solution-là qui rapporte de l'argent. Donc, c'est pourquoi on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. L'argent, c'est la conséquence. On vient à l'entrepreneuriat à cause de sa vision. Parfois, on perd de l'argent. Combien d'entrepreneurs, d'entreprises? J'ai plusieurs entreprises, c'est pas toutes ces entreprises-là qui marchent. Il y en a dans lesquelles tu perds de l'argent, tu investis de l'argent, tu investis, et puis elle peut marcher 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Donc, il faut croire en un idéal, en une vision. On ne pense même pas à l'argent, on dit, cette solution-là, ça peut révolutionner le monde. Point. Comment est-ce que je la mets en place? Donc, c'est vraiment ça, moi, mon leitmotiv. Et au-delà, je me suis engagé pour que tous les jeunes Africains, aujourd'hui, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Donc, je ne peux plus abandonner. Je me suis engagé pour que ma génération puisse comprendre cela et se dire que c'est possible. On peut aussi le faire. On doit tous le faire. Parce qu'une seule personne, 2, 3, 4, 10, ça ne sert à rien, en fait. Il faudrait que la masse suive. Et c'est comme ça que d'autres vont utiliser les produits ou les services de d'autres, ainsi de suite. Ouais. Parlons d'économie d'échelle et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, soit on augmente les revenus des gens, soit on a cette possibilité-là de diminuer donc la cherté de la vie. Et c'est en cela que les entrepreneurs apportent une réponse. Si j'achète du poulet, le même poulet que moi je vends ici à 3 000 francs, aux États-Unis c'est 1 200 francs. Ce qui veut dire que si nous, on doit réfléchir, comment je réfléchis en tant qu'entrepreneur à créer une chaîne de valeur avec tous ces acteurs-là pour qu'on arrive à vendre le poulet ici également à 1 200 francs, 1 500 francs. Si on arrive à le faire, mais ça veut dire que la personne qui avait l'habitude d'acheter un poulet pourra maintenant en acheter 3. Donc, on doit augmenter son train de vie sans forcément augmenter ses revenus. Et c'est en cela que les entrepreneurs doivent naître, les entrepreneurs doivent travailler véritablement pour pouvoir résoudre ces problèmes-là sur tous les plans d'activité, principalement sur tout ce qui est nourriture. On tend vers la fin de notre discussion. Afou, pour toi, est-ce que tu as le sentiment que pour ce qui est de la réussite dans la vie en général, particulièrement dans le contexte ivoirien, les hommes et les femmes évoluent sur le même pied d'égalité? Ou alors tu penses que quand on est une femme, c'est encore plus difficile dans les entreprises, c'est encore plus difficile dans les ministères, c'est encore plus difficile dans les études? Ou alors tu penses qu'on arrive maintenant à une forme d'égalité et les chances sont à peu près... C'est vrai que je vais dire on est trop diplomatique ici, mais ça dépend. Déjà, je pense qu'en termes de politique, de genre et en termes de société, la Côte d'Ivoire est plutôt
je dirais, très avancé même en termes de politique, sur l'égalité des genres. Euh, la société n'est pas forcément super discriminante envers les femmes. D'accord? Ça, c'est pour parler de manière très globale. Après, dans le nord et puis dans beaucoup de zones rurales, même à l'ouest, dans pas mal de régions, il y a encore énormément de pression familiale sur la femme. Donc, tout l'aspect de la gestion de la maison, de la famille, repose sur la femme. Et donc, en moyenne, pour s'occuper de 2, 3 enfants, ça te pompe au moins 3, 4 heures. Si tu dois t'occuper des repas de toute la famille, tu en as 3, 4 heures. Donc, quand est-ce qu'elle a le temps de elle-même chercher ou gagner du revenu? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as aussi beaucoup de culture, je sais même pas pour dire, c'est pas dans la loi, c'est plutôt culturel, où par exemple, la femme n'a pas droit à la terre. Quand on partage l'héritage, c'est d'abord les garçons. Donc, tu as vraiment tous ces facteurs défavorisants là qui vont faire que même quand elle a encore plus droit à certains biens économiques, elle n'a pas accès. Tu as les jeunes filles qui, quand elles vont à l'école, le garçon, lui, quand il rentre l'après-midi, il peut s'asseoir sous le palmier, travailler, il a le temps, il peut réfléchir, penser à ses problèmes. Même, il a le temps de réfléchir à comment même gagner de l'argent. Mais non, elle, dès qu'elle rentre, va laver tes petits frères, va aider maman à préparer. Donc, tu n'as pas les mêmes chances, justement, d'exceller à l'école et tout ça. Donc, tout ça, ce sont les freins pour le développement de la femme. Ça, c'est un peu en dehors, souvent, d'Abidjan et tout. Et maintenant, quand on parle d'Abidjan, tu as quand même les mêmes problèmes qui se répercutent, mais à une échelle différente. Donc, de plus en plus, tu vas trouver des femmes cadres dans des structures. Mais est-ce qu'elles ont le même niveau d'ouverture sur le monde pour pouvoir, par exemple, grimper l'échelle? Mais non. J'explique un truc très simple, par exemple. En politique, la plupart des meetings se font après 18 heures, par exemple, ou les soirs, ou et tout. Et ça, inconsciemment, souvent, c'est une barrière pour beaucoup de femmes parce que quand elles finissent leur boulot la journée, elles doivent rentrer pour aller s'occuper des enfants de leur famille et tout. Et de dire qu'elles seront à des meetings jusqu'à ce moment 22 heures pour leur sécurité même. Donc, tu vas avoir très peu de femmes aller dans ce genre de meeting-là. Et donc, au moment des nominations, elle dit, mais tu ne viens pas au meeting, on ne te voit pas. Mais comment est-ce qu'on va les voir? Donc, c'est des petits trucs comme ça, disons des trucs assez soft qui font que souvent, tu vas avoir des femmes qui ont les mêmes compétences, qui ont les mêmes critères, qui ont les mêmes ambitions, qui n'arrivent pas à atteindre certains niveaux de pouvoir ou même qui n'arrivent pas à atteindre certaines zones. Parce que même quand on pense aux chefs d'entreprise et tout, on a souvent une image de notre DG de banque qui n'est pas forcément en corrélation avec la femme qui est peut-être la DGA et tout ça. Et donc, ça fait qu'elle-même, souvent, elle n'arrive même pas à briser ce plafond de verre-là parce que les conditions même ne sont pas réunies pour elle. Donc, vraiment, au-delà de... Souvent, on crie à la discrimination sur des trucs beaucoup plus obvious, mais c'est de prêter attention souvent à ces petits éléments-là qui souvent freinent un peu l'avancée des femmes, surtout dans certaines filières, en finance, dans l'administration, dans le gouvernement, dans ce genre de choses-là. Mais sinon, ouais, je pense que déjà, être une femme, c'est une bénédiction. Moi, je le dis tout le temps. Donc, il faut se donner les moyens d'y arriver. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Après, c'est nous qui portons les enfants. Bref, qu'on le veuille ou non, tu as déjà 9 mois même où tu dois souffrir, où tu dois... Il y a vraiment déjà même des choses qui viennent plus naturellement à la femme qui ne sont pas... qui ne viennent pas à l'homme. Et donc, comment est-ce qu'on améliore pour que ce soit un peu plus équitable, par exemple? Congé de paternité, pour que le papa aussi se sente que, voilà, c'est ton enfant, quoi, viens t'en occuper un peu. Avoir, par exemple, des coins pour allaiter pour les mamans qui souhaitent allaiter dans les bureaux, parce que souvent, tu as d'autres qui sont obligés de soit arrêter l'allaitement ou de soit quitter leur boulot parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Donc, c'est des choix souvent que d'autres gens n'ont pas à faire. On a dit qu'on était dans une ville qui était très chère et pourtant, j'ai l'impression que certains se servent de ça comme un prétexte pour ne rien faire. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à des jeunes qui nous suivent là, qui vivent en Côte d'Ivoire, dans d'autres capitales africaines ou ailleurs dans le monde, et qui ont le sentiment que c'est plus difficile pour eux de réussir? Alors, merci pour cette question-là parce que ça touche vraiment le fond donc, de ce que je pense et ça me pousse à sortir
un petit paragraphe de mon futur livre. C'est une pensée, d'accord? L'homme a rêvé donc de traverser la mer et puis les navires furent créés. Donc, de découvrir ce qui se passe au-delà de la Terre et la fusée fut créée. On a fait plus de 1000 tests avant d'avoir la lumière que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce que vos ambitions en tant que jeune sont plus élevées que ce qui s'est passé? Sinon, alors vous pouvez le faire. Si oui, vous incarnez la maxime, je cite, défier l'impossibilité de rendre possible ce que vous ambitionnez. Le seul obstacle entre vos rêves et vous, c'est vous. Donc, rêvons grand, travaillons et on va y arriver. On a hâte de lire le livre. Hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Afou, le mot de la fin pour toi? Ben, le mot de fin, c'est juste, moi j'encourage vraiment tout le monde, jeune, grand, moyen, petit. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oublie tout ce qui est à côté, le pourquoi, du comment, ton entourage. Vraiment que ce soit les bonnes questions. Fais-le pour les bonnes raisons. Et puis fais-le. Et puis après, the sky is the limit, quoi. Tu peux tout faire. Ne te mets aucune barrière personnelle ou de ton environnement. Ne dis pas parce que j'ai pas tel, j'ai pas fait tel, j'ai pas fait tel, j'ai pas fait tant. Tout est de tes deux mains. Tu peux le faire. Tout est dans, voilà, tes membres, dans ton cerveau, même tout. C'est d'abord l'esprit. Et puis après, l'action est créée. Mais il faut faire. Ça commence dans la tête. Tout est créé 2 fois. Ouais. Une fois dans l'esprit. Et on n'en parle pas souvent, il y a le volet spirituel même de la vie, de l'entrepreneuriat, de tout ce qu'on fait. Il y a ce volet spirituel-là qu'on néglige souvent. On parle de technique, mais on va avoir les meilleures techniques du monde si on n'a pas ce volet spirituel avec nous. Qu'est-ce que tu appelles volet spirituel? Est-ce que tu parles de la religion ou tu parles de la spiritualité, la foi, croire en soi? Je parle de la foi. La religion, oui, la religion, mais plus la foi. D'accord? On doit avoir d'abord foi en ce qu'on fait. On doit pouvoir... on n'est pas là de nous-mêmes. Le monde a des connexions, a des vibrations. Le monde également a des lois. On ne se rend pas compte. Le simple fait d'aider quelqu'un sur 1000 francs, 10 000, etc. Et tout, ça revient vers nous d'une autre manière. Les plus grands entrepreneurs, quand ils veulent attaquer quelqu'un en termes de business et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font des cadeaux. Mais ces cadeaux-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais à la longue, le marché ou l'opportunité que cette personne aura leur apporter, il faut donner pour recevoir. On devient juste à ça. Donner pour recevoir. Donc, il y a ces petits éléments-là. Et la prière, c'est capital. C'est-à-dire que, quel que soit en quoi tu crois et tout, on n'est pas là de nous-mêmes. Il y a un tout-puissant qui existe. Et il faudrait que parfois, on se réfère à cela. Afou pourra le dire, hein, quand une bénédiction veut venir à toi, tu dors et bien te trouves où tu es. Tu dors et on t'appelle, ah, j'ai parlé de toi à telle personne, mais il veut ton service. Là, un deal de 200 millions est bouclé, tu es donné. Alors que d'autres vont aller taper à toutes les portes, etc., etc. et tout. Mais peut-être que cette opportunité est venue pour le bienfait que tu as fait à quelqu'un, que toi-même tu as oublié. Donc, cet aspect-là, il est très important. Ne pas faire du mal, penser du bien des autres, et puis partager, comme on dit, le peu qu'on peut. Il faut avoir cet aspect spirituel-là dans notre vie. Moi, je crois fermement cela. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, mais aussi des moyens d'y pallier. On a parlé de beaucoup plus de sujets, bien évidemment. Et ça m'a donné d'autres idées d'ailleurs de futures discussions avec vous, d'autres entrepreneurs. Parce que je pense qu'il est important que les gens s'approprient aussi le mindset des entrepreneurs, comment ils pensent. Parce que les champions en général, que ce soit dans le domaine de l'art, du sport, de l'entreprise, ce sont des gens qui sont conditionnés différemment. Et j'ai bien aimé la partie où vous avez mis en évidence le fait que vous ne vous attendez pas à rien d'autre que l'excellence. C'est-à-dire, quand vous pensez à vos vies, vous ne vous contentez pas du médium. Vous ne vous contentez pas de ce que l'on donne à tout le monde. Vous aspirez à ce qu'il y a de meilleur. Et ça permet aux gens de se rendre compte que ce sont des gens qui sont calibrés différemment. Et on l'a dit un peu vers la fin, on est le résultat de ses pensées. On est le résultat de sa foi.
on est le résultat de ses aspirations, de ses actions, bien évidemment, parce qu'il faut d'abord y penser, se voir comme ça. L'endroit où tu nais, où tu grandis, conditionne énormément de choses. Moi, j'ai été dans ma famille le premier à faire beaucoup de choses. Je ne dirais pas lesquelles, mais j'ai été le premier à faire beaucoup de choses dans ma famille. Et ça fait que mes enfants n'auront plus ce genre de limites. Ils ne verront plus le monde en se disant ou en pensant que telle chose n'est pas pour eux, ainsi de suite, quoi. Et nous avons beaucoup grandi dans des endroits limitants. On n'en parle pas assez, mais on a pensé que le blanc était meilleur, on a pensé que l'homme est meilleur, on a pensé que telle ethnie, même parfois, est meilleure, on a pensé que pour avoir de l'argent, il faut que tu aies triché, si tu es une femme, que tu aies couché, ou que tu ailles ailleurs, que le président de la place. Ça l'a touché, hein? Non, c'est le moyen. Mais c'est dit que je regarde sur mes couilles. Non, c'est grand aussi. Il y a quoi? Toi? Ça fait quoi? Va nous expliquer. On essaie. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les amis, dans les commentaires, proposez-nous d'autres sujets de discussion pour les prochaines émissions. Et ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de journée. Ciao.